Je vais essayer de choisir les messages qu'on a choisis ensemble parce qu'ils étaient importants pour toi. Tu nous as dit en préparation de cet entretien, en parlant de ta maladie, elle ne me fait plus peur, elle vient quand elle veut, je l'attends serein. On a beaucoup parlé de sérénité, là pendant 2 heures, finalement un commando de la maladie. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de l'attendre sereinement ? Permettez-moi de commencer par une précision statistique. Je n'aime pas cette stade de 2,7 pour 100 000. La conclusion de tout humain rationnel est de se dire, ce n'est pas de chance ce qui lui arrive, mais moi je me sens protégé. Si je vous dis plutôt, vous avez une chance sur 300 d'avoir la maladie de Charcot au cours de votre vie. Là, on rentre dans le dur. Votre oreille sera plus attentive. Mais la réalité de la vie, plus globalement, est qu'elle est faite de cassures et de fêlures. Une fois que vous avez compris et admis cela, la vie est beaucoup plus légère. À partir du moment où vous acceptez l'idée de mourir. Désolé d'être direct. Mais nous allons tous mourir. Moi avant vous certes. Mais peu importe. Pour l'instant. Olivier, je vais continuer puisque j'ai le texte en fait. J'ai quand même envie de rendre hommage à ton message. Une fois que vous avez compris et admis cela, la vie est beaucoup plus légère. À partir du moment où vous acceptez l'idée de mourir. Désolé d'être direct, mais nous allons tous mourir. Moi avant vous, certes, mais peu importe. Pour l'instant, je suis pleinement vivant. Ça aurait été dommage de ne pas l'entendre. Savoir profiter sans regretter hier, sans avoir peur de demain, être pleinement dans la vie, voilà mon état d'esprit. Et justement, la deuxième question que j'ai envie de te poser, Olivier, c'est qu'est-ce qui crée ton engagement ? Depuis que tu as découvert cette maladie, tu enchaînes les actes d'éveil des consciences, les conférences, les rencontres avec le président de la République, on en parlera, les documentaires, on en parlera aussi. Finalement, qu'est-ce que tu cherches ? Je suis entrepreneur depuis l'âge de 26 ans. J'ai toujours eu le sentiment d'être utile. Je refuse que la maladie m'enlève toute utilité sociale. Au contraire, elle m'a ouvert les yeux sur la réalité de la vie. Elle m'a permis de voir le monde tel qu'il est. Plus je m'expose avec mes faiblesses, de proches ou d'inconnus, maladie, traumatisme, viol, violence familiale, handicap invisible, tout y passe. Et moi, j'ai conscience d'être un privilégié qui peut aider les autres. Voilà l'origine de mes combats pour une meilleure inclusion et la santé. Alors, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton fils, Clément, 18 ans. Clément, c'est immensément courageux pour toi d'être là aujourd'hui. Déjà, merci à tous les deux, parce que c'est une invitation improbable, dans un cadre improbable, et vous êtes venus ensemble. Ta force à toi, elle vient d'où, en fait ? Elle a quelle forme ? Et est-ce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, elle grandit ou elle faiblit ? Alors déjà, je pense qu'elle est un peu plus grande que ce qu'on aurait pu attendre. Je ne sais pas s'il y a 5 ans, on me l'avait annoncé. Si j'aurais su comment je réagirais, je pense qu'on ne sait jamais vraiment comment on réagira. Et c'est sûrement car il ne se lamente pas que nous, on n'a pas le droit de se lamenter. Et il ne cesse de le répéter, on n'a pas le droit de se punir 2 fois. Et donc je pense que c'est là que ma force vient, c'est de cette interdiction de me punir quand lui ne s'est pas puni. Et donc dès lors que lui, il a retrouvé sa force, et ça n'a pas pris beaucoup de temps entre le diagnostic et l'annonce de sa maladie au grand public, eh bien nous avons bénéficié de sa force retrouvée, et aujourd'hui on essaye encore de la mettre en action. Olivier, on va en parler, il y a un documentaire qui retrace ton combat et ton message. Et dans le cadre de la réalisation de ce documentaire, il y a un échange très poignant avec Delphine Orviller, qui dit avec toute la justesse et la finesse qui la caractérise, qu'avec ta maladie, tu contribues à réparer les vivants. Finalement, tu leur apprends à mourir et tu montres l'immortalité qu'il y a dans la mortalité.
Alors comment est-ce que tu la remplis au quotidien, cette fonction d'enseignant de vie? La rencontre avec Delphine m'a été magique. C'est un des temps forts du film. J'avais lu son ouvrage Vivre avec nos morts. Mais on ne s'était jamais parlé avant le tournage. On s'est dit un sombre bonjour et on a attaqué le tournage. On était, dès les premiers mots, en communauté de pensée. Sur la même longueur d'onde. Je n'ai jamais croisé une personne avec une telle intelligence émotionnelle. Mon objectif est d'apprendre aux gens à vivre pleinement. À commencer par ma femme et nos 2 enfants. Quel regard tu portes, Clément, sur le combat de ton père? Est-ce que c'est un combat que tu comprends? Parce qu'on pourrait imaginer n'importe quel enfant qui, dans ce contexte, dirait « mais non, tu restes avec moi à la maison ». Et les plateaux télé, et en fait, ce combat-là, c'est pas celui-là, reste avec nous. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le partages? Est-ce que c'est devenu le tien? Alors oui, et tout simplement parce que c'est pas nouveau. Il a toujours été un combattant, il s'est toujours senti investi d'une mission. Il n'est donc pas devenu combattant, il a simplement ajouté une autre mission à sa longue liste de projets. Avant, c'était pour démocratiser, par exemple, le capital investissement. Et aujourd'hui, c'est pour la SLA, la place du handicap dans la société, et plus généralement pour la santé. Donc ce combat, c'est juste un nouveau combat, enfin juste, c'est un peu réducteur, c'est un nouveau combat, d'une nouvelle envergure. Et il va sans dire qu'il est d'une utilité indiscutable au regard des retours qu'on a déjà de personnes qui souffrent et qui se reconnaissent à travers ce combat. Et donc ce film, s'il peut se muer en une sorte de porte-voix pour ceux qui n'ont pas ou plus de voix, alors ça en vaut 1000 fois la peine qu'on le fasse ensemble, ce film et ces projets. Quelle déclaration d'amour à ton tour, Olivier, toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre particulièrement dans ce combat à tes 2 fils, en fait, puisque tu as 2 enfants? Que la vie est belle. Qu'il ne faut pas craindre les épreuves. C'est plus facile à admettre pour moi que pour eux. Mais je les vois grandir dans la bonne direction. Ce ne sont plus vraiment des ados comme les autres. Et j'en suis très fière. Alors, j'imagine, comme vous tous derrière la scène, que vous êtes impactés et touchés par la puissance de votre témoignage. Et la question qui me vient en tête, parce que c'est la réaction d'humain ordinaire, c'est quelle place pour la colère, en fait? C'est quoi le jeu des émotions entre le moment de l'annonce et puis aujourd'hui, la sérénité que tu évoques? Et est-ce qu'il y a de la place pour la révolte de l'injustice? L'annonce de cette maladie a été un énorme choc. J'étais perdu. Incapable de voir du positif dans toutes les informations que je recevais. 3 à 5 ans en vivre. Pas de traitement. Prisonnier de mon corps qui se dégrade. Bref, je déprimais. Heureusement, une psychologue fantastique à l'hôpital me dit et me tend la main. Au bout de 3 mois, grâce à elle, je comprends que si je déprime, je vais me punir 2 fois. Il faut que je vive intensément, malgré l'annonce de ma mort prochaine. Déjà, il faut comprendre que pour un mec comme moi, cela n'avait rien de naturel d'aller voir un psychologue. Je me suis toujours considéré comme en total contrôle de mon esprit. Mais quelle aide précieuse et sous-estimée. J'ai été déprimé mais jamais en colère. Cela a duré 3 mois. Puis le sourire est revenu et ne m'a jamais quitté. En mars 2021, j'ai eu subitement l'envie de sortir de mon silence et de raconter mon histoire pour la première fois dans un podcast. Par souci de transparence avec mon entourage professionnel. Mais le message a rapidement dépassé la sphère de mon réseau pro. J'ai reçu des milliers de témoignages poignants. Des témoignages fous. De gens connus et inconnus. Des handicaps invisibles. Des viols. Des violences familiales. J'ai commencé à voir le monde différemment. Avec ses cassures, ses fissures. Même de grands patrons venaient me confier leurs mots invisibles. Fort vu de l'extérieur, faible à l'intérieur. Fatigué de cette double face. Cela a été le déclic du film. Un mec comme toi, moi l'entrepreneur qu'évidemment je suivais et que je suis toujours, avec une admiration croissante, j'ai aussi envie qu'on parle en fait de l'entrepreneur que tu es toujours.
C'est une véritable éthique de vie, en fait. Dans ton cas, être un entrepreneur, c'est être un bâtisseur, c'est quelqu'un qui rebondit. Et finalement, on dirait que c'est devenu une quille aussi face à la maladie. Beaucoup à dire ici. Déjà sur le rôle de l'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, depuis l'âge de 26 ans, j'ai toujours cherché à faire des choses utiles et nouvelles. Sans le formaliser comme aujourd'hui avec les fameuses entreprises à mission. Je ne cherchais pas des créneaux lucratifs mais utiles et passionnants. Cela s'est aussi traduit dans notre vie personnelle. Il y a 4 ans, avec Virginie, ma femme, nous avons créé la fondation Photo for Food. Une fondation abritée à l'Institut de France et qui lutte contre la pauvreté grâce à la photographie. Bref, cette volonté d'être utile préexistait à la maladie. La maladie m'a simplement offert l'occasion de basculer à plein dans cette mission. Ensuite, tu évoques l'éthique de vie. Déjà, par expérience, j'ai remarqué que ceux qui revendiquent en avoir une sont souvent de grands menteurs. Non, je ne donnerai pas de nom. Mais je le dis souvent, il faut veiller à ce que l'on prétend être et ce que l'on est vraiment ne soit pas trop éloigné. Parfois, on a besoin de se mettre en déséquilibre. Mais cela ne doit pas durer trop longtemps. Ma grande chance est que la maladie m'a frappé à un moment où j'avais les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Une famille et des amis. Un travail passionnant. Cet écosystème a résisté au choc de la maladie. J'ai pu redéfinir le périmètre de mon travail. Je suis devenu président du conseil de surveillance. Ma femme ne m'a pas quitté. Pas encore en tout cas. Alors que je suis une énorme charge pour elle. Mes enfants assument ouvertement d'avoir un père handicapé. Ils me font intervenir dans leur école ou m'affichent sur leurs réseaux sociaux. Une fierté, un commando de la sérénité, quelqu'un qui aide à accoucher les esprits aussi et à réparer les vivants. On a parlé ensemble d'un monde qui semble parallèle à ce qu'on évoque, hein, la fameuse French Tech, qui d'une certaine manière est la quintessence d'un monde patronal dans lequel la fame, le pognon, la réputation, la compétition sont extrêmement importants. Et peut-être qu'on oublie aussi, quand on est dans ce monde-là, ce qui doit vraiment mettre en mouvement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait ? Quelle place de ces enjeux-là au moment de peut-être jouer la dernière scène ? J'ai envie de retenir un point important de ta question. L'argent. Et je vais être honnête, je suis bien content d'en avoir gagné. Même si l'argent n'a jamais été mon moteur. Plus j'avançais dans mon parcours de malade, plus je me rendais compte de mon statut de privilégié. Avec un meilleur accès à l'information et des moyens financiers. Je suis un privilégié qui sait contourner les obstacles. Je peux payer mon fauteuil, je sais aller chercher mes médicaments en Suisse ou ailleurs, je me passe de ma place de parking prioritaire. Mais il y a tellement de personnes en souffrance. Et la santé et la recherche ne sont pas que des coûts, ce sont aussi de formidables leviers de création de valeur. C'est le sens de mon combat. C'est pour témoigner de cela, mais surtout pour partager mes idées, que je souhaitais rencontrer le président de la République. La rencontre a eu lieu le 28 février. Une des premières victoires, partagée avec beaucoup d'autres combattants, est le remboursement à 100% des fauteuils roulants. Cela paraît fou, mais un fauteuil comme le mien coûte 6 200 € et n'est remboursé qu'à 50%. Clément, tous les deux, vous êtes, en tout cas pour nous aujourd'hui, un accélérateur de vie, un ascenseur vers l'essentiel. Des questions qu'on se pose souvent beaucoup trop tard. Et vous vous les posez ensemble très tôt, en tout cas toi, très tôt. Qu'est-ce qui est, à tes yeux, fondamental dans la vie ? Qu'est-ce qui a du sens ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qui te porte ? La famille, la transmission, la fraternité, la liberté, le succès, quoi ? Alors oui, je pense que tu touches au but. Et effectivement, après un tel échange, oui, certainement l'amour et la fraternité. Parce que forcément, lorsque vous êtes confronté à la perte, alors la vôtre ou celle d'un proche, très proche, eh bien vous réalisez qu'on a tous plus ou moins un compte à rebours. Et loin de se laisser scléroser par ce temps plus ou moins long qui pourrait nous rester, on a appris qu'il fallait donc se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, ça s'avère être l'amour et la fraternité pour pouvoir mieux profiter de chaque instant.
Mais bon, bien sûr, avant d'essayer de transmettre ces valeurs, il faut aussi se les appliquer à soi-même. Mais bien sûr, c'est un travail quotidien, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Olivier, toi, qu'est-ce que tu veux partager à toute une génération de jeunes, au-delà de Clément, qui sont imprégnés d'éco-anxiété ou de désarroi face à l'époque? N'espérez pas une vie lissée sans accroc. Préparez-vous plutôt à toujours apprécier la vie, même dans ses difficultés. N'ayez pas peur de toutes les catastrophes que l'on vous prédit. Au contraire, appuyez-vous sur ces défis pour donner un sens à votre vie. Ayez une ambition utile. Et vous serez alors invincible. Adversité, combat, sérénité, amour, fraternité. Olivier, quelle place tu fais à la joie dans ton quotidien, à l'enthousiasme? J'ai toujours aimé rire. Je ne m'en prive pas. Je suis aussi beaucoup plus libre, moitié toujours adoré l'humour noir. Je vais conclure avec une approche un peu commerciale. Vous me pardonnerez. Allez s'il vous plaît au cinéma voir Invincible été. C'est bon pour la recherche. 100% des bénéfices iront à l'Institut du cerveau. Nous avons déjà levé 1 million d'euros pour la recherche. Et si la réalisatrice Stéphanie Pionka et moi avons réussi notre mission, peu importe que vous soyez malade, handicapé ou en bonne santé, vous devriez voir la vie différemment en sortant de la salle de cinéma. Au moins pour 48 heures. Si ce n'est pas le cas, je vous rembourse. Clément, une dernière question, le mot de la fin. Quelle est la place de la joie pour toi dans la vie et puis dans l'avenir, dans ta projection? Alors, déjà, mon frère est un comique, donc ça aide. Et puis, lorsque vous sentez qu'une perte de quelqu'un cher n'est plus si lointaine, il y a, comme tu le disais, un accélérateur, un condensé de vie qui se met en marche. Et du coup, la joie, mécaniquement, elle aussi est condensée. Et donc, on s'y attache de plus en plus, et à travers des moments de plus en plus simples. Il ne s'agit pas forcément de vivre des choses différentes, mais de vivre les mêmes choses différemment. Et donc, on va cultiver ça, parce qu'il semble qu'il n'y a que cette philosophie qui vaille. Merci à tous les deux. Merci Olivier, merci Clément.